Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Aujourd'hui, on a le plaisir d'avoir avec nous Frédéric Serval, le Salut. créateur de A Jest of Robin Hood, pour ceux qui ne seraient pas au courant, de Red Flag Over Paris et de plusieurs autres jeux. Il y en avait un autre, c'était Euh, sur... Il y en a un qui va sortir là dans un mois ou deux qui s'appelle le Very Civil West sur la guerre civile anglaise, qui est un jeu de pli à deux joueurs, mais sur un thème historique. D'accord. Et tu en avais fait un autre plus ancien, alors un de tes plus anciens. Ah, J- c'était un print and play que j'avais fait pour un petit magazine j'ai perdu le britannique nom. qui s'appelle Gravelotte Ah oui, Garavelot. 1870. Ouais. Voilà. Mais c'était vraiment juste un jeu gratuit que les gens pouvaient télécharger, imprimer à la maison et jouer directement, enfin fabriquer et jouer chez eux. C'était pas un jeu commercial. Ok. Est-ce que tu peux te présenter rapidement, succinctement pour les gens qui ne te connaîtraient pas ou pour ceux qui te connaissent un petit peu, mais... Ouais, ben, bien sûr, ben, je m'appelle Fred Serval, je suis concepteur de jeux d'histoire, pas forcément que de Wargame, comme on va le voir aujourd'hui. Mon premier design, c'était donc, comme tu disais, Red Flag Over Paris, sur la commune de Paris. Et mon deuxième design commercial, c'est Jest of Robin Hood. Mais ces deux jeux-là ont été édités chez GMT Games, qui est un éditeur de jeux d'histoire américain. Et il y a des traductions en français qui sont prévues pour ces deux jeux-là. Donc Red Flag Over Paris sortira en début d'année prochaine chez Nuts. Il s'appellera La Commune ou la Mort. Et le prochain Robin des Bois sortira aussi en français un petit peu plus tard. Il faudra voir chez Nuts quand est-ce qu'ils peuvent le sortir. J'espère très bientôt. Mais normalement après Red Flag Over Paris. Du coup, là, maintenant, moi personnellement, je fais principalement du design en ce Ouais, moment de jeux, mais avant ça, j'ai eu une carrière dans le privé où je travaillais dans les statistiques. Et puis voilà, je prends une trousse professionnelle pour travailler un peu plus sur la conception de jeux de plateau. donc là pour l'instant, on va dire que c'est ton activité principale, c'est presque... Tu fais En partie ce moment, des élus, j'allais dire, qui essayent de vivre de leur passion. alors, pour moi, les élus, c'est ceux qui en vivent. Pour l'instant, je fais que essayer. Donc voilà, mais j'avais un peu de temps devant moi. Ça se prêtait bien en ce moment pour faire une pause professionnelle. J'ai emménagé à Chartres. Donc, j'habitais à l'étranger avant. Je suis revenu en France. On a emménagé à Chartres avec ma compagne. Et c'était un moment où j'avais prévu de faire une pause dans ma carrière. Et j'en profite pour me dédier un peu plus à la conception de jeux de plateau. Ok. Et le prochain jeu, ça sera chez GMT aussi, toujours? Tu restes toujours Non, avec eux? le prochain jeu, ce sera chez Phalanx. Ok. Ce sera chez Phalanx, donc il y a un éditeur polonais, mais qui sort les jeux en anglais et dont une grosse partie du marché est aux États-Unis aussi, mais avec une plus grosse présence européenne. Et après, pour les jeux suivants, on verra, mais on va dire que GMT, ça reste mon éditeur de cœur, en fait. Donc la prochaine fois que j'ai Un un gros... éditeur traditionnel, j'allais dire, pour les gros jeux d'histoire, ou plus ou Oui, moins ouais, gros ouais. jeux d'histoire. Bah, moi, c'est mon éditeur préféré. C'est l'éditeur qui fait les jeux auxquels je joue le plus. Donc forcément, il y a un attachement particulier pour moi avec GMT. Et en général, si j'ai un projet, un gros projet de jeu d'histoire qui me tient à cœur, je vais leur demander avant s'ils sont intéressés, avant de le proposer à qui que ce soit d'autre. Pour Very Civil Wist, c'était un cas un petit peu particulier. J'avais fait le jeu comment ça s'appelle, comme un goodies pour une convention au Royaume-Uni. Et Phalanx était sur place. Ils ont beaucoup aimé le jeu et ils m'ont demandé si je voulais travailler avec eux pour en faire une version commerciale. Et du coup, ça s'est passé comme ça. Mais c'est Ok. vrai qu'en général, quand je conçois un jeu, je le propose d'abord à GMT. Et là, je travaille sur des projets en ce moment qui vont plutôt être chez GMT. Ce qui me fait penser d'ailleurs qu'il y a un jeu dont on n'a pas parlé, qui sortira en Kickstarter un peu plus tard cette année, qui Ouais. lui est chez un éditeur français Ah, qui s'appelle Chacos. ok. Le jeu s'appelle Napoléon 1870 et du coup c'est dans la série de jeux que Chacos avait fait. Il y a déjà trois jeux qui sont sortis dans cette série-là que j'aime beaucoup, Napoléon 1806, 1807 et 1815, qui sont des jeux, ben, comme vous pouvez l'entendre, napoléoniens, plutôt Plutôt typé avec des blocs Wargame? en bois, plutôt typé wargame mais très accessible, Ok. avec des blocs en bois, très simple, très très sympa à jouer, un système vraiment Ah, élégant. j'allais dire Euh, à la Sekigahara un petit peu. un Sekigahara? peu on peut dire que c'est un peu à la Sekigahara, mais c'est un système à part que Denis Sauvage a créé. Denis Sauvage, qui est un de nos grands
concepteur de jeux d'histoire français. Et en fait, il a créé ce système pour à faire du jeu d'histoire, du jeu de guerre très accessible. Et avec un ami danois avec qui j'ai travaillé pendant longtemps sur le design, on a décidé de faire un nouveau jeu dans cette série, mais de le transposer à une autre époque napoléonienne, puisque du coup c'est le Second Empire et on s'intéresse à Napoléon III et à la guerre franco-prussienne et les 2 premières semaines de la guerre franco-prussienne. Mais en gardant le même système et en faisant des adaptations qui s'adaptent à la réalité d'un conflit qui, de fait, est différent parce que les technologies sont différentes. Et Donc voilà. j'allais juste rebondir par rapport à ta présentation. T'as un background d'historien ou pas du tout? J'y Ah, reviendrai après par rapport à la conception des jeux, mais alors j'ai commencé mes études en histoire, mais très vite en fait, je suis parti en sciences politiques. ok, Pour ceux qui savent pas, donc il y a différentes écoles de Sciences Po en France. Et qui prennent sur concours. Et en fait, j'étais en fac d'histoire. J'ai passé un concours pour le Sciences Po Toulouse, qui était là où je faisais mes études, parce que j'étais pas sûr de vouloir rester en histoire. Et du coup, j'ai voulu tenter ma chance. Et du coup, j'ai passé le concours. Le concours s'est bien passé. Et finalement, j'ai été diplômé de sciences politiques. ok, Alors après, quand on fait sciences politiques, on est aussi formé en histoire, mais il y a beaucoup plus de d'importance qui est donnée à la science politique, à la ouais. sociologie, au droit public, etc. Donc et à l'économie, donc c'est un peu plus varié. Mais l'histoire a toujours été quelque chose qui me tenait à cœur forcément. Et j'envisage de peut-être me reposer sur la question des études en histoire parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu euh, et pour D'accord. lequel malheureusement il y avait peu de débouchés professionnels, on va dire. Voilà. Ouais. C'est pas évident. Et moi, je me demandais depuis quand tu joues à des jeux de plateau, qu'on pourrait dire, alors certains vont dire expert, moi j'aime pas tous les mots comme ça me dérange Hmm. un peu, mais depuis quand tu joues à des jeux de plateau qui sont pas du Monopoly ou du Tabou, des trucs comme ça, des jeux, on va dire, Ouais. plus avancés. Bah, en fait, j'ai eu, comme tout le monde, je pense, une phase jeu de plateau quand j'étais plus jeune. On jouait pas mal dans ma famille. Alors, on jouait surtout aux cartes, mais avec mon frère, on jouait à d'autres choses. On aimait bien jouer en coop à Les livres dont vous êtes le héros. C'était un peu Ouais. nos premières expériences de roleplay. On jouait beaucoup à Risque, à ces trucs-là. Après, il y a eu une grosse pause où, au début de l'adolescence, je me suis vraiment mis à fond dans les jeux vidéo. Et en fait, j'ai commencé vraiment à me mettre aux jeux de plateau, peut-être il y a 10 12 ans. J'ai voulu arrêter un peu. Enfin, j'en avais marre d'être tout le temps devant des écrans. J'avais envie de jouer avec des gens autour d'une table. J'avais envie de jouer différemment. Ah, c'est Et un peu c'est vrai pareil que pour moi. Je comprends très bien ce que tu ouais, veux mais je dire. pense qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent là-dedans. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se faisait dans les jeux de plateau à ce moment-là. Et j'ai découvert un peu la nouvelle vague de ce qui existait. Je pense qu'un des premiers jeux auxquels j'ai joué, ça devait être Small World. Et je me suis dit, ah, c'est intéressant, il y a des nouveaux trucs. Et un jour, en fait, j'étais à Star Player à Paris, qui est une bonne boutique de jeux de plateau. Et en fait, j'ai vu une boîte qui s'appelle Twilight Struggle. Ah, Et je me suis dit, waouh, c'est fou, un jeu sur la guerre froide, ouais. qui était un sujet qui m'intéressait, qui m'a toujours beaucoup intéressé. Et en fait, j'avais jamais vu ni joué à des jeux qui prenaient l'histoire au sérieux, entre guillemets. Et du coup, j'ai acheté ce jeu-là. On y a beaucoup joué avec ma compagne. Et en fait, ça a été vraiment le début d'une longue histoire d'amour pour les jeux historiques. Donc ça a commencé là. Après, j'ai joué à beaucoup de wargames avec des hexagones et des pions, mais j'ai toujours eu cet amour général pour les jeux qui prenaient l'histoire au sérieux. Et ça a commencé par ça. Tu parlais de Sekigahara. Sekigahara, je pense, ça a été mon deuxième jeu historique après Twilight Struggle. Et pareil, ça m'a beaucoup marqué aussi. Il est aussi bien qu'on Et le dit ou... Sekigahara? Ouais. Ah oui, J'ai jamais joué, j'ai failli c'est l'achever, un, mais j'ai pour moi, jamais fait. c'est un classique parmi les classiques. C'est un très très grand jeu. C'est un très très grand jeu. Donc oui, ouais, je trouve que Sekigahara, ça fait partie des très grands jeux qui m'ont marqué et que je trouve toujours aujourd'hui fantastique en fait. Et ma question, c'est, Euh, alors, je vais rebondir dessus, c'est est-ce que tu as un jeu préféré ou quelque chose qui t'a tellement marqué? Ouais, un jeu préféré, comme un Graal, entre guillemets. Moi, par exemple, je sais que mon Graal, ça serait un peu High Frontier. Ça se voit sur ma ouais. chaîne, j'ai beaucoup de vidéos sur High Frontier et des jeux très thématiques. Euh, mais d'ailleurs, Ben, je pense que le jeu qui en termes de design, je trouve le plus fantastique, je pense que c'est Maria de Histo Games.
Je sais pas si tu connais. Je connais de nom, je connais j'allais dire la pochette, la boîte, mais Ouais. je connais pas exactement le contenu. Mais, mais du coup, ouais, ben si à l'occasion, si tu veux, J'ai- j'irais- j'ai- on pourra y jouer. C'est un jeu 3 joueurs qui est assez Ça exceptionnel. ressemble pas à Churchill sur des. C'est pas un peu Euh, la même. Je sais pas. Peut-être qu'il y a des points, pas en termes de mécanique, mais en termes de dynamique autour de la table. Peut-être qu'il y a quelque chose qui pourrait faire penser à Churchill avec les débats politiques qui se passent au début de chaque tour. Et encore. Mais il y a peut-être un peu cette dynamique d'une certaine manière. Mais c'est vraiment un jeu à part, en fait. Et c'est un jeu C'est fantastique. ton jeu préféré, hormis les Après, tiens. Hormis les c'est tiens, toujours. Alors, du coup, j'ai ma particularité, c'est que j'aime pas beaucoup mes jeux. c'est Ça, vrai? c'est toujours ouais, c'est toujours un problème, mais c'est un problème récurrent pour tout. Je suis assez dur avec moi-même, mais comment dire, non, non, c'est difficile de dire quel est mon jeu préféré. Il y a plein de jeux que j'adore, mais c'est vrai que je pense que Maria, ça fait partie de ces jeux où je me dis, ah ouais, si un jour je réussis à faire un jeu comme ça, je serais vraiment content. Euh, Bon, déjà, donc, tu as fait deux gros jeux, j'allais dire. ouais, Ouais, mais ça pourrait être mieux. Ça oui, pourrait être mieux. il faut. Mais voilà. Mais on y travaille. On y travaille. Et alors, on va commencer à parler de A Jest of Robin Hood parce qu'on est là pour ça quand même. D'où Ouais. était venue l'idée d'où t'es venue l'idée? Alors, j'avais cru comprendre que tu avais habité en Angleterre et vu que A Jest of Robin Hood et le jeu suivant, c'est sur l'Angleterre, est-ce que c'est par rapport au fait que tu aies habité là-bas ou est-ce qu'il y a un peu comment dire, le côté, moi je sais pas l'âge que tu as, mais moi à mon âge, je me rappelle de Robin des Bois et du dessin animé. Il y a toute une, Bah, moi, j'ai grandi avec le dessin animé de Disney, avec oui, le oui, là, Robin des Bois, Petit Renard. Ça, c'est vraiment. Je pense que cette VHS, je l'ai rossé. J'ai dû le regarder. Je sais pas. Tu sais, quand t'es petit, il y a des films que tu regardes en boucle. Et je pense que Robin des Bois de Disney, j'ai dû le voir 10-15 fois, quoi. Donc, forcément, ça a énormément marqué mon imaginaire. En l'occurrence, Robin des Bois, j'y ai pensé au Danemark et je l'ai fini en Angleterre. Donc du coup, c'était au moment de la transition, parce que je vivais au Danemark avant de vivre en Angleterre. Par contre, le jeu sur la A Very Civil West, ça c'est vraiment directement influencé par le fait que je vivais en Angleterre à ce moment-là, en fait. d'accord. C'est ça qui m'a donné envie de faire ce jeu. Et la généalogie enfin la jeunesse de A Jest of Robin Hood, euh, c'est c'est assez pareil, c'est une histoire que probablement, dans lesquelles pas mal de personnes vont se retrouver, mais c'est pendant le Covid. J'avais pas mal de temps pour jouer en ligne. Et en fait, j'ai découvert une communauté sur Discord qui était le serveur Coin, Ouais, donc pour les joueurs de Coin, qui a été fait par des fans. Il y avait que des fans de jeux Coin. Et je pense que c'était la première fois que j'interagissais avec autant de gens d'autant de pays différents qui étaient fascinés par les mêmes jeux que moi, et qui étaient par rapport au public traditionnel des jeux d'histoire, qui étaient très jeunes en fait. Donc des gens qui avaient la vingtaine, la trentaine. Pour les gens qui nous écoutent, si vous êtes jamais allé, si vous n'avez jamais fréquenté de convention de Wargame ou des choses comme ça, c'est plus âgé normalement. c'est plus âgé normalement. Ouais, c'est beaucoup plus âgé. Ah, Et ah, du coup là, ouais. non, j'allais dire, après pour les non-connaisseurs, Coin, c'est des jeux, on va dire, sur la Alors contre-insurrection. c'est Comment tu oui, traduirais voilà, ça, toi? Coin c'est pour le diminutif de Counter Insurgency, et donc en fait c'est une série de jeux qui ont été créés par un concepteur qui s'appelle Volker Runke. Volker Runke qui est un ancien analyste de la CIA qui maintenant est à la retraite, mais qui a commencé à concevoir ces jeux quand il était en fin de carrière à la CIA et qui a créé un système pour modéliser les conflits asymétriques. Donc il a commencé avec la Colombie, donc la Colombie des années 90. Et du coup, son jeu, la particularité de son système, c'est qu'il est multifactionnel. Donc sur la Colombie, il y a 4 factions. Euh, En et général, il y a euh, quatre factions d'ailleurs. euh, oui, après, En moyenne. ça a évolué avec le temps. Le système de base, c'est 4 factions, mais il n'y avait rien dans le système qui imposait que ce Oui. soit 4 factions. Ça a toujours été relativement flexible. Mais en gros, l'idée, voilà, c'est multifactionnel, asymétrique, et proposer une modélisation politico-militaire d'un conflit interne à un pays, en fait.
Et donc du coup, il y a eu, le premier c'était Indiana Abyss, sur la Colombie, puis il y a eu, Cuba Libre, donc sur, Ouais, la révolution socialiste, à Cuba, qui Cuba, a eu ouais. énormément de succès. Et après, il y a eu toute une série de jeux. Et donc voilà, aujourd'hui, je pense qu'il y a 12 13 jeux qui sont Ouais. sortis, dans cette série-là. À cette époque-là, c'était un peu moins. Mais voilà, du coup, ça bouillonnait en fait, de plein de gens qui étaient, pendant le Covid, qui s'emmerdaient un peu, se retrouver tous les jours pour jouer ensemble, pour discuter des jeux, pour discuter de comment ils fonctionnaient. Et il y avait vraiment une énergie, créative en fait, qui était aussi très, très forte. Moi, j'ai rencontré à ce moment-là, quelqu'un qui a beaucoup compté pour moi dans mon parcours de concepteur Avec qui tu partages beaucoup de vidéos, c'est ça? avec qui je partage pas mal de vidéos, mais avec qui, que je vois dans la vraie vie Ouais, régulièrement. Donc il s'appelle Joe Dworst, qui est devenu un ami proche et qui est devenu mon partenaire, de travail de conception principal, qui lui est développeur, chez GMT. Donc du coup, c'est un employé GMT maintenant, mais c'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, ok. c'était juste, un mec sur, Discord, qui était passionné par ces jeux-là, qui a commencé à faire des playtests, qui a commencé à faire à relire les règles, qui a commencé à aider au développement, et petit à petit, il est devenu développeur pour GMT, et qui est quelqu'un avec qui, je parle tous les jours, et sans qui je me verrais pas travailler, en fait, qui est devenu vraiment, quelqu'un d'important, pour moi dans mon parcours. Bref, rencontrer plein de gens comme ça. Et à un moment, en fait, je me disais, bon, ben, Coin, c'est super. J'ai cette communauté en ligne avec qui je peux jouer, mais dans le vrai monde, si je devais faire jouer un jeu Coin aux gens autour de moi, ce serait très compliqué. Ouais, c'est Bah, pas forcément facile à l'entrée, on va dire. ouais, c'est pas facile à l'entrée, c'est des jeux qui sont longs, c'est des jeux qui sont relativement complexes. Je dis relativement parce que c'est pas parmi les wargames les jeux les plus complexes, mais bon, Ouais. c'est quand même relativement complexe. Et puis c'est des jeux sur des sujets qui sont durs, quoi. Donc, enfin, tu vois, c'est difficile d'aller voir des potes et dire, hey, si on se faisait un petit jeu de 6 heures sur la guerre en Afghanistan, c'est pas un truc méga vendeur. Du coup, j'avais toujours ça en tête et je me disais, ah, ce serait bien qu'on trouve des solutions pour rendre le système un peu plus accessible. Aussi parce que je pense que c'est un système qui est assez innovant et qui est intéressant pour les joueurs, non historiques. Et si par hasard dans le tas, il y en a qui s'intéressent à l'histoire, ils auront tout un univers à découvrir. Et j'avais ça dans le coin de ma tête. Et un jour, je lis pas mal d'histoires quand même, que ce soit en livre ou même des fois Ouais. en article académique. Et en fait, je suis tombé sur un article, d'un médiéviste britannique, du milieu du XXe siècle, qui s'appelait Rodney Hilton. Et en fait, il avait écrit un article, je crois que c'était en 56, sur, le personnage de Robin des Bois. Et en fait, il dressait un parallèle dans cet article-là entre Robin des Bois et les Barboudos cubains, qui à l'époque étaient en train de faire leur révolution. Et en fait, il montait tous les points de similarité entre l'insurrection de Robin des Bois et les insurrections, socialistes du milieu du XXe siècle. Et en fait, quand j'ai lu cet article, je me suis dit, waouh, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Mais en fait, je pourrais faire un jeu coin, sur, Robin des Bois contre le shérif. Et du coup, c'est arrivé comme ça. J'ai commencé à dessiner sur des petits bouts de papier. Au début, j'utilisais des pièces, d'autres jeux coin que j'avais. Et petit à petit, l'idée a commencé à se structurer. Et puis quand j'ai commencé à en parler autour de moi, je me suis rendu compte que la réponse était très forte et très positive. Et typiquement le genre d'idée où tout le monde se dit: «C'est évident, pourquoi j'y ai pas pensé?» Tu vois? Genre, donc j'étais content, Ouais. je me suis dit: «Je dis un truc», et puis ça a commencé comme ça. Et après, pour ceux qui ne seraient pas forcément connaisseurs, alors je suis pas un spécialiste de Robin des Bois, loin de là, il y a la version, j'allais dire, fantasmée du dessin animé, et après il y a un peu la réalité, sans doute que tu as dû voir ou entrevoir dans toutes tes recherches, qui sont quand Alors même... c'est plus pour pour nuancé que la... pour moi, toutes les versions de Robin des Bois sont des versions fantasmées, et c'est la particularité de Robin des Bois, c'est que la réalité historique de Robin des Bois, finalement, a relativement peu d'importance, parce que des brigands, du type de Robin des Bois à l'époque médiévale, il y en avait plein. Savoir, qui a inspiré Robin des Bois, c'est un c'est un peu c'est un peu une question qui n'a pas finalement de sens, parce que, ce qui est important dans Robin des Bois, c'est qu'est-ce qu'il dit, des gens qui racontent son histoire, en fait. Et ce que j'aime beaucoup dans le personnage de Robin des Bois, c'est qu'en fait, dès le début, dès qu'on a les premières traces écrites, de Robin des Bois, on se rend compte que les histoires sont très différentes en fonction des classes sociales qui en parlent, en fait. Ouais,
Et du coup, c'est ça qui est vachement intéressant, c'est à quel point c'est un héros qui est plastique et à quel point il révèle chaque époque et les préoccupations de chaque époque, dans lesquelles les gens écrivent, une histoire de Robin des Bois. Et en fait, à travers le jeu, à travers les événements, j'avais envie d'explorer un peu toutes ces différentes facettes. Mais pour moi, Robin des Bois a une multiplicité de visages, Ouais. autant de formes que de gens qui ont participé à fabriquer son histoire, en fait. Donc, c'est ça que j'avais envie d'explorer. Donc, c'est pas à proprement parler un jeu historique. On pourrait dire que c'est plus un jeu historiographique. Donc En voilà. même temps, le personnage de Robin des Bois, comme tu dis, il est tellement vu par différentes personnes et enfin, on peut s'identifier à lui parce que c'est tout le monde est personne à la fois en même temps, j'ai envie de dire. C'est vrai, et bah, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand le jeu a commencé à faire parler de lui, au moment où il allait sortir, aux États-Unis, il y avait à la fois des gens qui avaient des sensibilités, plutôt de gauche, qui étaient très excités, par, la sortie du jeu, et en même temps des libertariens, en fait, qui disaient: «Ah, trop bien, un jeu sur notre héros», et et c'était vraiment marrant de voir des gens qui étaient finalement très, très opposés, s'accaparer ce caractère et se dire: «Ah, ce jeu est pour moi». Ce jeu est pour moi spécifiquement, alors que justement le jeu laisse un peu cette porte ouverte à penser Robin des Bois, de de manière différente, je pense. Mais ouais. Donc voilà, c'est comme ça que c'est arrivé. Juste une petite dernière question, après on va se lancer. T'as déjà un peu répondu par rapport à ça, mais je me demandais ton processus de création. Alors, l'idée du jeu, tu nous as expliqué, tu as lu un texte et c'est presque venu naturellement. Mais après, succinctement, comment j'allais dire, tu fais pour... alors, je pense que tu es accompagné, comme tu disais, par des personnes, que ce soit pour le design, tu fais pas tout seul, je présume. Mais Euh, comment tu mets tout ça alors, en place, même les événements sur les cartes, etc. Comment tu mets tout ça en place petit à petit pour les gens qui voudraient euh, essayer de designer un jeu, par exemple? alors, bah, en fait, c'est beaucoup d'itérations, et en général, moi, ce que j'ai tendance à faire, mais encore une fois, c'est très personnel, je vais commencer à faire des prototypes, papier, en fait. J'ai besoin d'avoir, qu'il y ait une physicalité, en fait. Donc du coup, je vais commencer à dessiner la carte, réfléchir à mes systèmes, et ça va prendre du temps, à macérer un peu. Des fois, ça peut être une idée de mécanique qui me vient où je me dis: «Ah tiens, mais il y avait cette chose-là que j'avais envie de représenter et cette mécanique-là est une bonne représentation d'un concept historique que j'avais envie Mais d'illustrer» tu et pars cetera. d'un thème au départ ou d'une histoire, quoi. Toujours d'un Ok, thème, d'une histoire. Pour moi, c'est, le thème d'abord et les mécaniques sont au service. Les du mécaniques thème. servent plutôt comme des métaphores de quelque chose que j'ai envie de montrer, en fait. Je vais pas penser d'abord aux mécaniques et après me dire quel thème je peux faire coller à ça, en fait. J'essaye de raconter plus une histoire, surtout dans le cadre Robin des Bois, et de voir comment les mécaniques peuvent servir à ça. Et donc du coup, je commence, comme ça, je bricole, je joue beaucoup tout seul, c'est genre pour m'assurer que ça fonctionne. Et en fait, en général, j'ai plusieurs phases de conception. Il y a une phase qui va être très solitaire, où je vais faire beaucoup de choses, tout seul. Et après, à partir d'un moment où je me dis: «Bon, je crois que j'ai quelque chose et j'ai besoin de savoir si ça vaut le coup que j'y mette plus de temps et plus de travail», je vais commencer à partager ça avec un petit groupe, de gens en qui j'ai confiance. S'y connaissent bien en Ouais, jeu, et cetera. Et du coup, je vais jouer avec eux et c'est des gens que je connais bien et qui, du coup, n'auront aussi aucun problème à être, très rudes avec moi, ouais, ouais, si le jeu est pas bien et parce qu'on a vraiment besoin de ces retours-là. Et en fait, moi, je vois vraiment le jeu comme une succession la conception de jeu comme une succession d'échecs à résoudre. ouais, Et en fait, il faut, échouer le plus vite possible parce que plus j'ai échoué entre le moment où j'ai l'idée et le moment où le jeu sort, plus le jeu sera euh, réussi pour moi parce que du ouais. coup j'aurais réglé un maximum de problèmes. Et donc ça c'est la première phase et après une fois que j'ai ces retours, qu'on a commencé à bien jouer et que là je me dis j'ai quelque chose de relativement stable et de relativement propre, en général pendant cette phase-là j'ai commencé à faire euh, j'ai commencé à travailler sur ordinateur donc pour avoir des assets graphiques. Je vais souvent faire un prototype digital qui me permettra de faire des playtests avec un plus grand éventail de gens. Et après, je vais commencer à ouvrir un pool de playtesters. J'ai la chance d'avoir pas mal de gens qui suivent mon travail et qui sont actifs sur
mon Discord de playtest. Donc à chaque fois que j'ai un nouveau proto, j'ai toujours des gens qui sont prêts Ah, c'est super. à tester les jeux. Et donc du coup, on fait ça et on commence à travailler et je commence à récupérer des retours. Et après, quand c'est pris par un éditeur, il y a toujours une phase supplémentaire où là, en général, il va y avoir un développeur qui va venir et qui va être quelqu'un qui va travailler pour l'éditeur et faire en sorte que le produit soit le plus propre possible pour la commercialisation. Donc, potentiellement faire en sorte que les règles soient bien écrites, bien structurées, identifier éventuellement des cas spécifiques qu'on n'aura pas forcément prévus et qu'il faudra clarifier ou corriger. Et pendant tout ce long de processus, on va faire aussi tout le travail sur l'équilibrage, etc. Et donc, chaque événement va être équilibré, en fait. C'est basé sur il y a une idée de l'événement. En gros, il y a l'événement qu'il y a sur chaque carte, c'est une mécanique que j'ai en tête, où j'ai envie d'illustrer quelque chose. Mais après, dans la réalisation dans le jeu, il faut voir comment ça impacte le jeu dans son ensemble. Et ça, le meilleur moyen de le faire, c'est d'avoir plein de gens qui y jouent, qui tombent sur cet événement et qui disent ben, dans ce cas-là, ça peut poser problème, etc. Et donc, ouais, beaucoup de retours. Ça Après, la prend, particularité. ça prend combien de temps, tu Ça penses? dépend, ça dépend. Après, le problème, c'est que, en fait, le truc qui est important, c'est que les playtesters, ils sont pas payés, hein, c'est des Oui, passionnés qui jouent. Donc, il faut utiliser leur temps avec précaution. Et donc, c'est un temps qui est précieux et qui est pas forcément tout le temps disponible. Donc, ça peut prendre des fois des playtests, ça peut prendre plusieurs mois. Ça peut prendre plusieurs mois. Après, il y a des éditeurs qui ont des pools de playtesters qui ouais. sont énormes. Sur des Et donc, du Discord ou coup, des choses comme ça. ouais, bah, tu vois, par exemple, Leather Games qui a sorti Root et Oath et des jeux comme ça, ils ont une communauté énorme de gens qui vont Ouais, s'investir énormément pour les aider au développement de leur jeu. Donc, eux, ils peuvent aller plus vite. Donc, ça va vraiment être dépendant de ça. Donc, ouais, non, la phase de développement, ça a pris quelques mois. Et puis, l'avantage qu'on a eu sur Robin des Bois, c'est qu'il y a un autre designer qui m'a donné une idée qui était une très bonne idée, qui s'appelle Steven Ranganzas, qui est aussi un designer coin, qui a fait notamment The British Way, ouais. et qui m'a suggéré de faire un tournoi de Robin des Bois à un moment où le jeu était quasiment fini, pour Ah, ajuster l'équilibrage, en fait. Et du coup, on a fait un tournoi donc en phase de développement. Et basé sur ce tournoi, on a eu des retours super intéressants. Et notamment, j'ai passé pas mal de temps avec la personne qui a gagné le tournoi, parce que c'était quelqu'un qui s'était vraiment plongé dans le jeu, qui jouait beaucoup tout seul pour ouais, vraiment penser aux différentes ouvertures et tout. Et en fait, en discutant avec lui, en jouant avec lui, ça m'a permis de faire les derniers équilibrages pour arriver à un jeu où j'étais content et je me disais, même si les gens décident d'y jouer de manière un peu compétitive, ce sera intéressant. d'accord. Donc voilà. Après, pour ceux qui parleraient anglais de mémoire, sur ta chaîne, récemment, tu as fait un genre de, comment dire, de feedback un petit peu avec, vous étiez deux, vous avez parlé de ton ressenti, j'allais dire, suite à la sortie du jeu, ce qui va pas, ce que tu aurais préféré un peu de différent. Alors, ça, c'était pour Red Flag Over Paris. Ah, C'était pas pour Robin ça des Bois, viendra ouais. peut-être pour Just of Robin Hood, Je le ferai à sûrement, ouais. Du terme. coup, c'est un exercice d'autocritique et je pense que c'est important. Et je trouvais ça marrant de le faire sur YouTube parce qu'il y a pas mal de concepteurs de jeux, surtout dans le domaine du jeu d'histoire, où on va être beaucoup d'amateurs qui vont avoir beaucoup de mal avec la critique et du coup, qui vont des fois réagir de manière Ouais, extrêmement agressive, etc. Et moi, j'ai tendance à penser que la critique, qu'elle vienne de l'extérieur ou qu'on se l'applique à soi-même, c'est vraiment un élément déterminant pour devenir meilleur à ce qu'on fait, en fait. Et du coup, c'est quelque chose que je dis. Je me suis dit, bon, je vais lier la parole à la ah, mais pratique. Et c'est donc, du coup, j'ai décidé de faire une vidéo où je fais une critique de Red Flag Over Paris et je parle de choses où je trouve que j'ai pas été bon, des trucs que j'ai ratés, des trucs que j'aurais fait différemment, des trucs que j'ai voulu faire que j'ai pas réussi à faire. Et puis, c'est un exercice sympa aussi. C'est un peu exutoire, mais ça fait réfléchir au prochain jeu qu'on va faire aussi. Donc, c'est assez intéressant et je le ferai pour Just of Robin Hood, je pense que je le ferai pour tous mes jeux. Pour mes jeux, en général, ce que je fais, c'est une vidéo d'unboxing que ouais. je fais jamais normalement. Mais là, en fait, ça me permet d'expliquer, de parler du processus de production, des choix qu'on a fait, etc. Donc, c'est pour ça que j'aime bien le faire. Et puis, c'est un moment où je découvre la boîte. Après, souvent, des fois, avoir travaillé sur un jeu pendant plusieurs années, de le voir physiquement, c'est marrant d'enregistrer ce moment-là et de le partager.
Et après, en général, ce que je vais faire, c'est 2 3 ans après, faire une vidéo où je fais une review de mon propre jeu, qui est un peu sèche, du coup, en général, Ouais. mais je peux me le permettre puisque, puisque c'est mon travail. Donc, Après, tous les commentaires que. Parce que je pense que j'avais laissé un commentaire, personnellement, et je pense que j'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était franchement super que quelqu'un soit capable d'autocritique, comme tu ouais. dis, et d'accepter aussi les critiques des joueurs. Oui, oui, Euh, c'est important, c'est important. Heu et moi je pense que c'est important. Après, ça veut pas dire que toutes les critiques, sont non, pas, évidemment. Si c'est pour dire ah, c'est contestables, nul et qu'il n'y a rien, il n'y a pas d'explication, ça ouais. vaut rien. Mais après, même des fois, il y a des critiques, sur lesquelles, je peux être en désaccord, qui sont des critiques qui sont, complètement raisonnables, en fait. Ouais. Typiquement pour Robin des Bois, il y a plein de gens qui sont, pas contents parce qu'ils trouvent que le jeu est déséquilibré et moi fondamentalement je suis pas d'accord. C'est Il trouve et qu'il y a que une des deux factions qui est plus forte que que l'autre. c'est trop dur de jouer avec Robin des Bois. Et du coup, moi, mon point et ce que j'essaie d'expliquer, et en fait, je suis d'accord avec le principe, c'est plus dur de jouer avec Robin des Bois. Ça, c'est vrai. C'est un jeu asymétrique hein, en même temps, hein. Mais c'est un jeu asymétrique et c'est exactement ça le C'est- principe. C'est genre, si tu as l'impression que tu es sous pression quand tu es Robin des Bois, c'est exactement ce que je veux que tu ressentes. Je veux qu'en jouant Robin des Bois, tu es sous pression. C'est une insurrection, c'est pas facile. C'est pas la fête. C'est dur une insurrection. Et donc que tu sois sous pression, oui. Après, je pense qu'un bon Robin des Bois a de bonnes chances de gagner contre le shérif. Et j'ai même tendance à penser que plus quelqu'un devient bon au jeu, plus il a de chances de gagner avec Robin des Bois. Mais c'est un jeu qui va récompenser le fait de jouer plusieurs fois, le fait de comprendre comment fonctionne une faction. Et en fait, ça va pas. C'est pas un jeu qui se donne tout seul en fait. C'est un peu comme tous les Euh, con games, j'allais dire. oui, exactement, ouais. C'est un peu C'est comme les autres con games, mais comme n'importe quel jeu asymétrique. Et c'est vrai que c'est pas un jeu où tu vas ouvrir la boîte et tu vas tout de suite être récompensé par une expérience de jeu. Euh, c'est pas dans dans ce sens-là, c'est pas, ça reste un jeu, comme tu disais, expert. Il est plus accessible que les jeux coin, mais c'est pas non plus un jeu familial. et je Voilà. précise qu'il fait partie d'une sous-catégorie entre guillemets des Oui, ICS, là, les Irregular Conflict Series. Conflict Series. Ouais, Ok. qui a commencé avec Vijaya Nagara, qui pareil était aussi un jeu qui sont appelés chez GMT adjacents au jeu coin, donc qui reprend certains concepts de coin, mais qui les applique de manière un peu différente. Vijaya Nagara, c'est un projet qui me tenait aussi pas mal à cœur, parce que c'est un projet qui est sorti d'un concours que j'avais organisé. Euh, Avec des amis, on a créé un événement qui s'appelle Consim Game Jam, donc Ouais. une game jam pour faire des simulations de conflits historiques, où les gens font un jeu en 3 jours avec un thème imposé. Alors, Mais c'est pas tu le fais le toujours, thème hein? du jeu. Tu le fais plus, Alors, ça? je pense qu'on va le refaire cette année. On va faire la Ah, troisième cool. édition cette année, donc ça devrait arriver probablement pendant l'été. Mais ouais, on a fait la première édition, et de la première édition est sorti quelques jeux. Ben, Vijanagara est le premier. In the Shadows, qui est sorti récemment chez GMT sur la résistance en France pendant la Seconde Guerre mondiale, et aussi un jeu qui est sorti de ce concours. Euh, et il y a d'autres jeux qui vont sortir. Ben, le prochain Whirligig, Hellraisers, c'est un jeu qui est sorti de la deuxième édition du Consim Game Jam. Donc ça fait plaisir de voir que cet événement-là a été à l'origine de jeux que je Ouais. trouve cool. Donc c'est bien. C'est une bonne idée, je trouve, personnellement. Alors, Je... il y a des défauts à Non, mais rien n'est parfait, il y hein. a- Rien n'est Ouais, parfait. non, mais en fait, il y a un gros défaut, je trouve, et ça, c'est un truc qui m'a pas mal fait réfléchir et qui fait que j'ai beaucoup attendu pour faire une nouvelle édition. C'est que je pense que l'histoire doit être prise au sérieux, et comme je te disais, je pense à l'histoire d'abord et comment les mécaniques peuvent servir à ça. Et le problème, c'est qu'avec avec ce format de devoir faire un jeu en 3 jours, ça impose aux gens de sortir un thème historique qui leur parle éventuellement, mais dont ils n'ont pas forcément eu le temps de faire de la recherche, et commencer à faire des jeux dessus. Et Ouais. le problème, c'est que du coup, ils vont faire des jeux en 3 jours, plus sur des présupposés historiques que sur un vrai travail, pas forcément de recherche académique, mais au moins un travail sérieux. Et du coup, ça crée des jeux où, a posteriori, si le jeu il décidait de continuer à travailler dessus, en fait, il se rendait compte dans le processus de recherche qu'il y avait beaucoup de choses qu'il fallait qu'il refasse,
et qui perdait énormément de temps et que ça créait une attente aussi de la part des participants que potentiellement leur jeu allait être publié, qui était pas quelque chose que je voulais non plus et donc du coup, Ouais, j'ai pas mal réfléchi à si je le fais, je veux que ce soit fait d'une manière où éventuellement certains défauts que j'ai vus apparaître des premières éditions, je voudrais essayer de les limiter, quoi. Donc, euh, donc voilà, donc c'est en réflexion, mais je trouve que c'est quand même un super exercice parce que tu passes 3 jours avec des gens du monde entier, souvent que tu connais pas, et en général pendant l'événement, je fais intervenir des gens de l'industrie, donc des designers, des graphistes, des trucs comme ça, et ça permet aux gens un peu de démystifier aussi la conception de jeu, de se rendre compte aussi que même si on peut démystifier que c'est quand même beaucoup de boulot, mais que c'est super stimulant et que c'est une et que ça peut être un hobby en soi de faire des jeux, pas que d'y jouer en fait. On n'est ouais. pas obligé d'être que consommateur, on peut aussi être créateur. C'est aussi quelque chose que je trouve super avec le jeu de plateau, parce qu'il n'y a pas une barrière à l'entrée énorme si on a envie de créer son propre jeu en fait. Donc ouais. En tout cas, faudra se tenir informé parce que moi j'avais regardé, j'ai été intéressé parce que c'est vrai que des fois je me dis je me lancerais bien à voir un processus de création mais l'année dernière ça n'avait pas été fait, je crois pendant quelques temps tu l'as pas fait. Ouais, Ce- la dernière fois, c'était il y a 2 ans et demi maintenant, Ouais je voilà crois. c'est ça. Ouais. Mais même entre la première et la deuxième édition, il y avait déjà 2 ans qui s'étaient passés. Ok. Mais ouais, je suis pas le mec le plus organisé Non de la mais Terre, on va dire. t'as d'autres choses à faire sans doute. Euh, Mais ouais. on va se lancer quand même sur le Jest of Robin Hood parce qu'on a un temps limité et moi Ah oui, j'ai on va avoir 10 minutes, 10 minutes, ça va mais être rapide. on va faire rapidement. Mais en tout Je vais cas, t'expliquer le setup. ouais. Alors vas-y, je te laisse nous expliquer rapidement. Alors, ben, peut-être un point général. Ouais, Donc là, en fait, c'est sur le plateau, c'est Nottinghamshire, avec Nottingham au milieu, qui est la seule ville présente sur le plateau. Après, il y a des paroisses qui sont en fait des zones agricoles avec quelques villages, etc., où la population paysanne va être localisée. Et il y a les deux forêts, donc la forêt de Sherwood et la forêt de Southwell, qui sont des forêts royales qui normalement ne sont pas dans laquelle la population n'est pas censée être et ouais, qui sert à avoir qui sert en fait de terrain de chasse pour les pour la brigands noblesse. Exactement. aussi. Euh, et du coup, là, dans l'histoire, les brigands y sont parce que dans pas mal d'histoires sur Robin des Bois, le crime originel de Robin des Bois, c'est d'avoir fait du braconnage sur les terres D'accord. royales. Donc voilà. Et donc du coup, donc ça c'est le plateau sur lequel il va y avoir la confrontation entre Robin des Bois et le shérif. Les unités du shérif, donc les hommes de main, sont ces petits triangles bleus. Donc on voit qu'il y en a deux à Nottingham, un à Mansfield, un à Bingham, un à Blyth. Et les unités pour Robin des Bois, donc ça va être ses joyeux compagnons, Merrymen, qui vont être ces petits cylindres hexagonaux. Et ils vont avoir deux états. Soit ils vont être cachés, et dans ce cas-là, on ne verra pas le symbole. Soit ils auront été révélés, soit parce qu'ils auront commis un méfait, soit parce qu'il y aura une patrouille des henchmen qui les aura révélés. Et quand ils sont révélés, ils sont susceptibles d'être arrêtés et envoyés en prison. Euh, donc en gros, l'idée, c'est ça. On va avoir des unités qui vont se déplacer, mais on voit déjà que les unités sont un petit peu différentes. Et parmi les unités de Robin des Bois, il y a les unités standards qui sont les Merrymen. Et parmi ces unités, il y aura une unité qui sera Robin des Bois lui-même, qui aura des pouvoirs spéciaux, Ouais, mais qui aura aussi l'inconvénient de, s'il est capturé, de rapporter un point de victoire au shérif. Ce qui me permet de parler un petit peu de comment on gagne ce jeu. Donc en fait, sur le côté, il y a ce qu'on appelle, en anglais ils disent un tug of war, mais une piste de points avec une séparation au milieu. De coup, Robin des Bois essaye de faire en sorte d'aller vers la justice. Le shérif essaye d'aller vers l'ordre. Et en fait, il va y avoir différentes actions dans le jeu qui vont faire monter ou descendre ce pion qui représente la faveur de Richard Cœur de Lion. Euh, donc, le jeu est découpé en 3 parties. Chaque partie va avoir une série d'événements, 7 événements, et qui vont être interrompus par une inspection royale. Et à chaque inspection royale, on va vérifier l'état de Nottinghamshire, donc de la province de Nottingham. Et en fonction de son état, soit le jeu va s'arrêter parce qu'une des deux factions
aura tellement pris l'avantage que, la faveur du roi va passer de leur côté, soit on continue parce on est encore dans une phase un peu flottante où tout peut aller dans un sens ou encore dans l'autre. Et à la fin du jeu, la dernière carte du jeu, c'est le retour des croisades de Richard Cœur de Lion. Et là, en fait, à ce moment-là, peu importe qu'on soit Condition de dans victoire ou l'écran des pas. conditions de Ouais. victoire, il suffit juste que ce soit de son côté. Et dans ce cas-là, c'est le joueur qui a le pion de son côté gagne la partie. La manière dont ça va monter et ça va descendre, ça va être, légèrement différent en fonction des factions. Ce que Robin des Bois va essayer de faire, lui, c'est de placer des bases, donc des camps, Ouais. qui sont représentés par des petits cylindres, plats, qui sont ici, Ouais. et qui montrent en fait la structure organisationnelle de l'insurrection de Robin des Bois. Alors quand les camps sont dans les forêts, on va avoir, une face avec Un un cerf. petit un petit cerf parce que du coup, ça indique le fait que un camp qui est ici va rapporter des bénéfices, grâce au braconnage et quand c'est dans une province normale, on va le mettre sur sa face pleine. Donc du coup, à chaque fois qu'on va en poser un de ces camps, on va On va augmenter, augmenter. le niveau de justice. Ça, c'est la première chose, et la deuxième chose qui est la partie la plus importante pour Robin des Bois pour gagner des points, c'est de faire en sorte que la population se révolte. C'est là où on voit que c'est pas un jeu de contrôle d'espace, parce que là, en fait, le shérif pourrait contrôler cet espace parce qu'il a plus d'unités que Robin des Bois, mais ce qui va être important pour Robin des Bois, ça va être que la population à l'intérieur soit en Ouais. révolte. Et en fait, plus il y a de population en révolte, plus au moment d'une inspection royale, la justice va monter, en C'est fait. plus un alignement de la population, comme on pourrait voir sur Un certains alignement de la wargamers. population, ouais, et qu'il y a donc un décalage entre le contrôle, Ouais. de l'espace et le contrôle une sorte de plutôt de contrôle politique ou aspirationnel. Contrairement à beaucoup Heu, de wargames où ça va être, pardon, beaucoup de coins où ça va être plus un contrôle alors non, ça c'est vraiment c'est purement coin en fait, où il va vraiment y avoir, des manières de gagner des points qui vont être, différentes. Et il y a toujours cette logique de, un territoire, c'est pas qu'un territoire, c'est aussi des gens. Et donc du coup, il y a 2 concepts, il y a contrôler le territoire et à avoir une influence sur la population. Et donc du coup, c'est vraiment quelque chose d'important. Mais du coup, de fait, ça va être différent de beaucoup de jeux de stratégie ou de wargame, qu'on va trouver dans le commerce habituellement, où, en général, pour contrôler un espace, il faut plus de pièces que son adversaire. Là, ouais. il y a cette dimension-là qui est un petit peu différente. Et par contre, le shérif, lui, va gagner des points quand il va retirer des camps. Donc ça, c'est la seule condition qui est symétrique, on va dire. Donc il va montrer qu'il va réussir à garder, sa province sous contrôle. Et l'autre manière qu'il va avoir de gagner des points surtout, en fait, c'est d'extraire un maximum de ressources de la paysannerie. Donc il a une action qui s'appelle Confiscate, Ouais. et en fait, quand il va faire Confiscate, il va placer ses petits chariots sur le plateau, et ces chariots vont être, de différents types. Donc du coup, il va y avoir, une taxe un peu plus classique. Là, il va y avoir, une taxe un peu plus sur, tout ce qui est terre et cetera. Et là, il va y avoir, une Une demi-taxe, mais taxe, qui en fait est un mais un piège. piège. Qui est qui est en fait un piège. Et donc du coup, en fait, le joueur, le shérif va placer ses chariots sur le plateau, et ces chariots vont avancer au fur et à mesure de la partie en suivant la route Pour aller et jusqu'à Nottingham. pour aller jusqu'à Nottingham. Et quand ça arrive à Nottingham, le shérif montre sa capacité administrative à gérer, la province, et du coup, va augmenter l'ordre. Mais bien sûr, ces chariots sont susceptibles d'être attaqués par, Robin des Bois et ses joyeux compagnons, et c'est là où il y a toute la tension. Alors l'information sur qu'est-ce qu'il y a derrière est cachée, et donc du coup, il y a un petit peu d'asymétrie aussi de l'information. On sait pas où est le shérif, ne sait pas où est Robin des Bois ne sait pas le contenu des chariots, et il y a un petit peu ce jeu du chat et de la souris. Est-ce Heu, est-ce que est-ce que tu penses que, parce que je sais que t'as pas beaucoup de temps, tu fais juste un petit deck pour le début d'une balade et comme ça on montre quelques, j'allais dire ouais, je pense que ça va opérations, être ou ça va être ça ça va va être être très short. chaud. Ouais, ça va être très short. C'est Ben, pour ça, à la limite, je préfère expliquer le alors jeu, vas-y, et après si tu veux faire un peut-être je qu'on ferai aura une vidéo. l'occasion même de se faire une partie plus tard, ou on se fera une autre vidéo. Peut-être le dernier truc dont je voulais parler, c'est que, Vas-y. pour moi, donc c'était important qu'il y ait beaucoup qu'il y ait presque une partie, la partie littéraire de Robin des Bois qui transparaisse dans le jeu. Donc la manière dont ça transparaît, c'est beaucoup par le deck. Ouais. À chaque tour, il y a un événement qui va être révélé.
Et du coup, l'événement va avoir deux potentielles résolutions. Une résolution en faveur de Robin des Bois, une résolution en faveur du shérif. Et du coup, tous ces événements vont faire référence à soit l'histoire médiévale, soit aux histoires de Robin des Bois. Ok. Mais ce qui était important, c'est qu'il n'y a pas de Robin des Bois sans voyageurs Dérobé. qui se font dérober. Et du coup, il y a cette mécanique qui est une mécanique qui est propre au joueur Robin des Bois. Quand le joueur Robin des Bois le joueur ou la joueuse, hein, décide de voler dans une province ou dans une forêt, soit il peut attaquer un chariot, comme je l'expliquais tout à l'heure, Ouais. soit il peut décider de s'en prendre à un voyageur. Et là, en fait, il va avoir un deck voyageur, il va révéler la carte. Et pareil, il va avoir deux options. Et c'est là où, en fait, aussi, tu as la nuance autour du personnage de Robin des Bois qui ressort, mais tu vas avoir deux options. Une option un peu plus Disney, qui en général va être Ouais. l'option du haut, qui a des résultats moins importants, mais qui sont Moins moins violent. risqués, et Robin des Bois est plus gentil. Et une résolution plus médiévale, on va dire, Ouais. un peu plus Réaliste musclée. peut-être des fois. Peut-être plus réaliste, certainement. Et en tout cas plus réaliste par rapport à quelle était la pratique du banditisme à l'époque médiévale, mais qui vient avec des conséquences potentiellement négatives. Et du coup, il va y avoir toute cette réflexion pour le joueur de Robin des Bois, de savoir à quel point à quel point il veut que sa révolution soit violente. Ouais. Et des fois, le choix va s'imposer à lui. Alors, il y a des petites mécaniques qui vont permettre d'altérer le deck, notamment le shérif va pouvoir recruter Guy Gisborne, qui est un des plus grands ennemis de Robin des Bois. On pourra éventuellement rencontrer le Bishop of Hereford, qui est le représentant d'une église corrompue. Donc voilà, donc c'est un peu cette idée-là. Et ouais, je pense que c'est un bon tour d'horizon du jeu. Pour, Je pour, serais ravi éventuellement qu'on ait l'occasion d'y Ouais, je suis jouer vraiment peut-être désolé. J'ai dans j'ai le posé plus de futur. questions que je pensais, mais c'était tellement Non, mais c'est très intéressant que bien. j'ai pas voulu Ouais. m'arrêter. Et vu qu'il n'y a pas beaucoup forcément de vidéos avec toi en français, comme on Oui, disait au début, je me disais qu'il fallait quand même, j'allais dire presque rendre à César ce qui appartient à César. Et c'est-à-dire que pour le public francophone, c'est dommage de passer à côté de choses qui peuvent être intéressantes de discuter avec toi, ouais. notamment. Mais ce que je te propose, c'est qu'on se retrouvera un moment et on pourra jouer au jeu. Comme ça, du coup, on aura pu se concentrer sur la partie interview là Ouais, et tu carrément. pourras éventuellement faire un deuxième, si ça t'embête pas, Ah, faire un non, non, deuxième pas du tout. contenu, on pourra Avec jouer. plaisir. Donc Avec plaisir. voilà. Pour ceux je termine juste 2 secondes. Pour ceux qui connaissent déjà les coins, vous ne serez pas forcément dépaysés. Il y a des choses différentes, notamment par rapport à tout ce qui est la phase d'initiative et de plot, d'événements, etc. Où il y a quand même une mécanique très, Ouais, très spécifique on verra, soit je ferai une partie, soit on en fera une ensemble quand tu seras disponible. Et on va laisser Fred là parce que je sais il avait un timing serré. On le remercie ouais. grandement. On a réussi à se croiser quand même. Je suis, ouais, je suis content. Ça n'a Parce pas que été facile. ça fait 2 mois qu'on discute, ou peut-être un peu plus, et on n'a jamais réussi à se croiser. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors moi je sais, mais où est-ce qu'on peut te retrouver pour les gens qui voudraient te suivre, ceux qui ne te Alors, suivraient pas déjà? ma chaîne Homo Ludens, je fais des streams tous les dimanches soirs et de temps en temps je sors des vidéos montées en semaine. Donc c'est un bon endroit pour suivre ce que je fais. Mais là, ça va vraiment être. Je vais pas parler beaucoup de mon travail, je vais surtout beaucoup parler de jeux d'histoire. En fait, c'est Ouais, vraiment une chaîne qui parle de comment l'histoire est représentée dans les jeux ou qui va se concentrer sur jouer à des jeux historiques avec des concepteurs et discuter avec eux de leur travail. Après, je suis très actif sur Blue Sky. ok, Et sinon, après, aussi très actif sur Board Game Geek, qui est la plateforme oui, sur ouais, des joueurs de jeux de plateau, on va dire. ok. Voilà. Bon, ben écoutez, on va arrêter là parce que malheureusement Fred doit partir. Ben, Désolé. on te remercie. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à aller voir sa chaîne Homo Ludens. Je laisserai toutes les choses nécessaires dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo et peut-être une prochaine fois avec Fred. Merci beaucoup. Merci à tous. Ciao, ciao. Salut.